Parmi les grandes incarnations romanesques du détective, il en est une qui est, et qui restera, légendaire, celle de Sherlock Holmes que créa Sir Arthur Conan Doyle. Son historiographe et inséparable compagnon, le docteur Watson, va vous conter dans quelques instants un de ses premiers exploits. Nous souhaitons que vous preniez plaisir à suivre désormais chaque lundi sur cette chaîne les enquêtes de Sherlock Holmes et à vous plonger dans l'atmosphère de cette Angleterre victorienne avec ses omnibus à chevaux qui déambulaient sur le Strand, ses orgues de barbarie qui, au coin d'une rue étroite, égrenaient les notes de vieilles mélodies irlandaises, ses fiacres, ou plutôt ses cabs, qui roulaient le jour dans le brouillard et le soir sous les cercles bleus des lampadaires au gaz, au pied desquels veillait un policeman vêtu de sombre, le menton souligné par la jugulaire d'un casque caractéristique. L'art de Sir Arthur Conan Doyle a fait de Sherlock Holmes un personnage si vivant que je ne peux résister au plaisir de vous conter à ce propos la courte et authentique anecdote suivante. Au cours de la guerre 1914-1918, Sir Arthur Conan Doyle avait été chargé par le gouvernement britannique d'une mission d'information et de propagande qui l'avait amené à visiter un secteur du front français. Une des premières questions qui fut posée le plus sérieusement du monde à Conan Doyle par le général français commandant le secteur fut la suivante. Et Sherlock Holmes, dans quelle arme sert-il et quel est son grade? Un peu pris de court, Conan Doyle s'en tira cependant élégamment en répondant « Ah, mon général, Sherlock Holmes est maintenant trop âgé pour être mobilisable. » Eh bien, nous n'avons qu'un souhait à formuler. C'est qu'après avoir entendu chaque lundi les enquêtes de Sherlock Holmes, celui-ci devienne bientôt pour vous un personnage aussi réel et aussi vivant qu'il l'était pour l'interlocuteur de Conan Doyle. Bonsoir, mes chers amis. C'est le docteur Watson qui vous parle. Watson, vous savez bien, l'ami intime, le confident de Sherlock Holmes. C'était en 1882, c'est-à-dire il y a 10 ans à peine. Je revenais de la guerre des Indes, j'avais été blessé à la bataille de Maiwand, et à peine guéri me voilà terrassé par la fièvre entérique. Bref, plus bon à grand-chose, on me renvoie en Angleterre. Décidé à m'établir médecin à Londres, je me mis en quête d'un logis. J'arrivais pas à trouver exactement ce qui me convenait quand un ami m'a dit qu'un certain Sherlock Holmes, qui venait de découvrir un appartement trop grand pour lui. Il cherchait un colocataire. La cage et l'oiseau me plurent, et dès le lendemain, je m'installai dans 2 pièces qui donnaient sur un salon que je partageais avec M. Holmes. Peu à peu, je découvris que Sherlock Holmes était le plus grand détective d'Angleterre. Il m'honora de son amitié et daigna me faire participer à de nombreuses affaires qui me passionnaient tellement que parfois, j'en négligeais mes malades. Par exemple, connaissez-vous l'histoire de la 2e tâche? Rappelez-vous. C'était un matin de novembre 1886. Nous venions de prendre notre petit déjeuner et Sherlock Holmes faisait un quart d'heure de violon. Si naturel. C'est vrai. Pardon. Entrez. Monsieur Holmes, Quoi donc, Mrs. Kate? il y a 2 messieurs qui voudraient vous voir. Tenez, voici le journal. Et puis voici les cartes de visite. Oh, by Jove. Quoi donc? Watson, savez-vous qui est dans l'antichambre? Lord Bellinger, mon cher. Le Premier ministre de Grande-Bretagne? Lui-même. Oh, ouais, vous êtes en robe de chambre. Il est 10 heures du matin, il me prendra comme je suis. Mrs. Kate, introduisez ces messieurs. Monsieur, Bonjour, Monsieur Holmes. Mes respects, Excellence. Je suis venu avec le très honorable Trelawney Hope, secrétaire aux Affaires européennes. Bonjour. Bonjour, monsieur. Permettez-moi de vous présenter mon ami, le docteur Watson. Monsieur. Excellence, monsieur. Nous aurions voulu vous parler en particulier, Monsieur Holmes. Vous pouvez le faire sans crainte devant le docteur. Mais ce que nous avons à vous dire est des plus confidentiels. Le docteur Watson est un autre moi-même, messieurs. Soit. Asseyez-vous, je vous prie. Un quart d'heure plus tard, je me retrouvais seul avec Sherlock Holmes. Il avait saisi une de ces innombrables vieilles pipes, replié son long corps maigre au creux d'un fauteuil, et son visage de chef indien reflétait une méditation profonde. Voici ce que venait de nous confier sous le sceau du secret le Premier ministre de Grande-Bretagne et son jeune secrétaire aux Affaires européennes.
Ce secrétaire, M. Trelawney Hope, était le dépositaire d'une lettre adressée à l'Angleterre par un certain monarque. Et cette lettre contenait de telles menaces pour plusieurs nations que sa seule publication pouvait déchaîner une guerre européenne. Aussi, chaque soir, M. Hope emportait-il chez lui, à Whitehall Terrace, cette lettre qu'il enfermait pour la nuit dans un coffret dont il avait seul la clé, et ce coffret ne quittait jamais sa chambre. Dans la maison, et retenez bien ceci, personne, pas même Madame Hope, ne connaissait l'existence de ce document secret. Or, ce matin, au réveil, le document avait disparu. Ni M. Hope, ni sa femme n'avaient entendu le moindre bruit. La chambre étant située au 2e étage de l'hôtel particulier, il n'y avait aucun accès possible de l'extérieur. Quant aux domestiques, ils étaient d'une honnêteté inattaquable. Qui avait volé cette lettre? Sans nul doute, une nation intéressée à la publier pour déclencher une guerre toujours fructueuse pour ceux qui ne se battent pas. Selon Sherlock Holmes, le vol avait été organisé par un des 3 plus grands esprits internationaux que lui, il connaissait fort bien. Voyez-vous, Watson, si nous pouvions être sûrs de l'identité du voleur, il se pourrait que le document soit encore à notre portée. C'est une question d'argent et j'ai la trésorerie britannique derrière moi. Si cette lettre se trouve sur le marché, je l'achète. Peut-être le voleur la gardera-t-il pour examiner les offres. En fait, je ne connais que 3 hommes pour jouer à ce jeu. Oberstein, Larrotière et Eduardo Lucas. Je vais aller les voir tous les 3. Eduardo Lucas, dites-vous? Oui? Il habite bien Godolphin Street? Oui, pourquoi? Inutile d'aller chez lui, il vient d'être assassiné. Quoi? Ah oui, tenez, regardez. Voyez ce gros titre. Un crime dans Westminster. La nuit dernière, à son domicile du 16 Godolphin Street, M. Eduardo Lucas, bien connu dans les cercles mondains, a été assassiné. L'arme du crime est un poignard hindou arraché à une panoplie qui décorait l'un des murs. Le vol ne semble pas être le mobile du crime. La police enquête. Eh ben, ça n'a pas traîné. Quoi, comment vous estimez que la mort de cet homme est un rapport quelconque avec le vol de la lettre? C'est infiniment probable. Vite, mon veston. Où allez-vous? Sur les lieux du crime, on n'a pas une minute à perdre. Entrez. Ah, qu'est-ce que c'est encore, Mrs. Kate? Cette dame veut vous voir d'urgence. Oh, si vous saviez ce qu'elle peut être belle. Lady Hilda Trelawney Hope. Ce doit être la femme de notre jeune secrétaire aux affaires européennes. Mrs. Kate, faites entrer, vite, je suis pressé. Bonjour, Monsieur Holmes. Mes hommages, madame. Voici le docteur Watson. Vous pouvez parler devant lui en toute confiance. Si vous voulez bien vous asseoir. Mon mari vous a-t-il rendu visite, Monsieur Holmes? Oui, madame. Je vous supplie de ne jamais lui dire que je suis venu ici. Vous me placez, madame, dans une situation délicate. Je crains de ne pouvoir vous faire une promesse inconditionnelle. Entre mon mari et moi, Monsieur Holmes, il existe une confiance totale, sauf sur un plan, la politique, dont il ne dit jamais un mot. Cette nuit, dans notre maison, un papier a disparu. Et étant donné qu'il s'agit de politique, il refuse de me donner le moindre détail. Or, en cet instant où je vous parle, Monsieur Holmes, il est indispensable que je sache tout. Quelle sorte de papier a été volé? Quelles sont les conséquences de ce vol? Je suis navré, madame, mais il m'est impossible de vous répondre. Oh, mon Dieu. Peut-être pouvez-vous tout au moins m'éclairer sur un point. Lequel? À la suite de cet incident, la carrière de mon mari risque-t-elle d'être compromise? Si les choses ne s'arrangent pas, madame, les suites peuvent en être assez fâcheuses, en effet. D'une phrase qu'il a prononcée sous le coup de l'émotion, j'ai déduit que de terribles événements pourraient en découler. Est-ce exact? S'il l'a dit, ce n'est pas à moi de le contredire. Mais ces événements seraient de quelle nature? Je ne peux pas vous répondre. Soit. J'aurais mauvaise grâce à critiquer votre discrétion. J'espère même que vous ne me blâmerez pas d'avoir voulu, contre son gré, partager les angoisses de mon mari. Encore une fois, je vous supplie de ne pas faire état de ma visite. Au revoir, messieurs. Madame. Madame. Eh bien, Watson, vous qui vous intéressez tant au beau sexe, que pensez-vous de cette ravissante dame blonde? Son anxiété me semble tout à fait normale. Elle est pourtant d'une caste qui ne manifeste pas facilement ses émotions. Ouais,
Avez-vous remarqué qu'elle a manœuvré pour s'asseoir le dos à la lumière? Enfin, elle ne tenait pas à ce que nous voyions trop nettement ses réactions. Sait-on jamais les mobiles qui font agir les femmes? Rappelez-vous cette dame de Margate que j'avais gravement soupçonnée pour la même raison. Vous souvenez-vous pourquoi elle s'était assise à contre-jour? Non. Parce qu'elle n'avait pas de poudre sur le nez. Au revoir, Watson. Vous sortez? Je vais passer un instant en Godolphin Street. On ne m'ôtera pas de l'idée que la solution de notre problème passe par le cadavre d'Eduardo Lucas. Quel bon vent vous amène. Oh, inspecteur Lestrade, bonjour. C'est vous qui êtes sur cette affaire? Oui. La police privée aurait-elle l'intention de glisser un pied dans nos plates-bandes? C'est-à-dire, mon cher Lestrade, je suis sur une autre affaire et je me demande si l'assassinat d'Eduardo Lucas n'a pas quelque rapport avec elle. Autrement dit, vous avez besoin de moi. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'Eduardo était un homme plein de charme, qu'il était célibataire, qu'il avait 34 ans et une très jolie voix de ténor. Comment savez-vous tout ça? Je connais par cœur la plus grande partie de mon fichier. Comment a-t-on découvert le crime? Cette nuit, à minuit moins le quart, l'agent Barrett faisait sa ronde dans Godolphin Street. Et voilà qu'il remarque que la porte du numéro 16 est entrebâillée. Il frappe, pas de réponse. Il aperçoit de la lumière dans la pièce du devant, il avance dans le couloir, frappe de nouveau, silence. Il entre et trouve une pièce en désordre, et à côté d'une chaise dont il tient encore l'un des barreaux, le cadavre de M. Eduardo Lucas. Il avait reçu en plein cœur un coup de poignard hindou que l'assassin avait décroché d'une panoplie. Je ne crois pas que le mobile du crime soit le vol. Aucun objet de valeur n'a disparu. Et les domestiques? La cuisinière est âgée, un peu sourde, et sa chambre est perchée sous les toits. Quant à Milton, le valet de chambre, il n'est rentré qu'à 1h du matin, et nous avons vérifié son alibi, il est parfait. À part la cuisinière qui dormait en haut, M. Lucas est donc resté seul toute la soirée. Je peux bavarder un peu avec ce Milton? Ce que je vous dis ne vous suffit pas. Si, bien sûr, mais si sur un point ou un autre il vous avait menti, il peut ne pas se souvenir exactement de sa première réponse et vous en ferez votre profit. Vous avez peut-être raison. Milton! Monsieur. Dites-moi, Milton, il y a combien de temps que vous étiez au service de M. Eduardo Lucas? 3 ans, monsieur. Vous savez donc pas mal de choses sur lui. Uniquement ce que monsieur a bien voulu que je sache. J'ai toujours été d'une discrétion... Eh bien, maintenant, tâchez de l'être le moins possible. À votre avis, comment gagnait-il sa vie? Je pense que monsieur avait une grosse fortune personnelle. Et des relations politiques, je crois? Monsieur s'intéressait beaucoup aux problèmes internationaux. Il était lié très intimement avec des personnages très haut placés de plusieurs pays. Forcément, n'est-ce pas? Il parlait 5 langues. Alors ça lui donnait l'occasion de ne pas perdre... Bien sûr. Il voyageait beaucoup? Il allait assez souvent à Paris. Il est resté longtemps? Assez, oui. Une fois, il est resté 3 mois. Je lui expédiais son courrier poste restante. Il était célibataire, je crois. Oui, monsieur. Il avait la réputation d'un homme qui plaisait beaucoup aux femmes. Oh, pour ça, oui. Mais ça ne durait jamais très longtemps. Il avait des habitudes régulières. Je peux dire que la conduite de monsieur était irréprochable. Ah oui, eh bien, je vous remercie, Milton. À vos ordres, monsieur. Mon cher Lestrade, me permettez-vous de jeter un petit coup d'œil sur le cadavre? Allez, monsieur Holmes, allez. Voulez-vous ma loupe? Sacré Lestrade. Si naturel, voyons. Vous avez raison. Excusez-moi, Watson. Vous m'avez l'air nerveux, mon cher Holmes. Moins que vous. Moi? Avouez que vous supportez mal mon silence. Mais imaginez-vous que si depuis 3 jours je ne vous ai pas ouvert la bouche sur cette affaire qui m'obsède, c'est qu'hélas, je suis dans un tunnel. Quoi? Noir total? À peu près. Dans ces cas-là, j'ai envie de me flanquer à l'eau. Tenez, il pleut à torrent, je vais faire un tour. Mais vous attendez une visite, ne l'oubliez pas. Moi, laquelle? C'est monsieur Jacques Provençal qui a demandé hier un rendez-vous. Ah, c'est vrai, oui. Eh bien, vous lui direz que j'ai été appelé pour une affaire urgente. Je ne suis pas d'humeur à parler à qui que ce soit. Mais vous ne ferez pas ça à ce pauvre garçon. Voyons, un journaliste de Paris qui veut vous interviewer pour son journal, allons. Et après?
Mais la rançon de la gloire, mon cher. Vos succès sont connus du monde entier, et ne vous étonnez pas si mais d'ailleurs, tenez, le voilà. Entrez. C'est Monsieur Provençal, n'est-ce pas, Monsieur Skate? Oui, monsieur. Eh bien, alors qu'il entre. Bonjour, monsieur Sherlock Holmes. Oh, si vous saviez quelle joie j'éprouve à vous voir, monsieur Sherlock Holmes. Dr. Watson. Asseyez-vous, Monsieur Provençal. Enchanté. Merci. Et alors, comme ça, monsieur, vous êtes de passage à Londres? Oui, j'ai été envoyé par mon journal, le Moniteur. Ah, mais je pense bien. C'est un grand journal. Holmes. Enfin, vous le connaissez bien, le journal. Moi, pas du tout. Hein. Et vous avez vu des choses intéressantes à Londres, Monsieur Provençal? Je suis surtout venu pour avoir quelques renseignements sur l'assassinat de monsieur Eduardo Lucas. Vous en avez sûrement entendu parler, monsieur Holmes. Vaguement. Ce sera intéressant pour nos lecteurs, étant donné ce qui vient de se passer à Paris, à l'histoire de la folle revenue de Londres. Quoi? Oui, il est démontré qu'Eduardo Lucas menait une double vie et qu'à Paris, il se faisait appeler un Henri Fournet. Qu'est-ce que vous dites? Vous n'êtes pas au courant de cette affaire? Nous autres Londoniens, nous ne savons pas tout ce qui se passe à Paris. Vous disiez donc? Qu'une madame Henri Fournet, demeurant dans un très joli pavillon de la rue La Rochefoucauld, a été dénoncée comme folle par ses domestiques, ce que les psychiatres ont d'ailleurs confirmé, et l'on a découvert qu'il y a 3 jours, elle était rentrée de Londres et que ce voyage n'était pas sans rapport avec le crime de Godolphin Street. Vraiment? Une comparaison des photographies a clairement démontré qu'Henri Fournet et Eduardo Lucas n'étaient qu'une seule et même personne, et que le défunt avait mené une double vie à Londres et à Paris. Pour quelle raison? On ne sait pas encore. Madame Fournet était d'une jalousie voisine de la folie. On suppose que c'est sous l'empire de cette jalousie qu'elle est allée tuer Eduardo Lucas. L'amour, tout de même. L'emploi de son temps à Londres dans la soirée de lundi n'a pas été reconstitué exactement. Mais moi-même, ce matin, j'ai recueilli à la gare de Charing Cross les témoignages de plusieurs employés qui ont formellement reconnu la photo que je leur montrais de Madame Fournet. Il paraît que mardi matin, elle a attiré l'attention des voyageurs par son air farouche et les paroles désordonnées qu'elle prononçait en français. 2 personnes habitant Godolphin Street m'ont en outre assuré l'avoir vue lundi soir observant la maison de la victime. Mais vous n'êtes pas seulement journaliste, monsieur Provençal, vous êtes aussi détective. Non, vous moquez pas de moi, monsieur Holmes. Enfin, il est vrai que je rêve tellement de vous ressembler un jour. Savez-vous que j'ai connu pas mal d'échecs? Oh non, dites pas ça, monsieur Holmes. Moi, je sais bien que vous ne vous trompez jamais. Puis-je vous demander un autographe? Volontiers. Tenez, ici. Mais... Merci. C'est tout ce que vous voulez de moi? Vous ne voulez pas d'interview? Ah, inutile. Oh, je sais regarder. Je vais faire sur vous un papier sensationnel. Tout est noté, photographié. Maintenant, je me sauve. Il faut pas que je rate mon train pour Folkestone. Hein. Au revoir, Dr. Waston. Au revoir, monsieur Sherlock Holmes. Et dites-vous bien que vous êtes mon grand homme. Au revoir. Au revoir, Monsieur Provençal. Charmant garçon. Il est très jeune. Ah, dites-moi, que pensez-vous de cette histoire Fournet? À un moment, j'ai cru que cela pourrait nous aider, mais j'en doute fort. Voilà tout de même le point final en ce qui concerne la mort de Lucas. La mort de Lucas est un accident, Watson. Un épisode banal qui ne doit pas m'écarter de ma tâche réelle. Retrouver la lettre volée et éviter une catastrophe européenne. Or, la seule chose importante qui se soit produite depuis 3 jours est justement qu'il ne s'est rien produit. Le gouvernement me tient au courant heure par heure et il est un fait indéniable. En Europe, personne ne bouge. Cette lettre s'est peut-être perdue? Non. Quelqu'un la garde. Mais qui? Et pourquoi? Voilà les 2 questions qui me battent dans la tête comme des marteaux. Bah, après tout, ce n'est peut-être qu'une coïncidence que Lucas ait été tué pendant la nuit où cette lettre a disparu. Il n'est évidemment pas forcé que ce soit à Lucas que la lettre ait été portée par le voleur. Et en supposant que ce soit lui qui l'ait eue, pourquoi ne l'a-t-on pas retrouvée dans ses papiers? Sa folle de femme l'a peut-être emportée. Alors quel gâchis. Et comment aller la rechercher à Paris sans éveiller les soupçons de la police française? Entrez. Un message pour vous, monsieur Holmes. Tiens, un petit mot de Lestrade. Il y a du nouveau, il veut me voir. Mettez votre chapeau, Watson, et filons à Godolphin Street. Lestrade nous attend. Je vous suis, je vous suis. Et prenez votre parapluie. Venez par ici. Monsieur Lestrade se trouve dans le salon où la victime a été assassinée. Ah, monsieur Holmes.
Eh bien, Lestrade, que se passe-t-il? Il y a du nouveau. Il s'est passé à Paris des événements troublants. Vous aussi, vous pensez que cette folle de Madame Fournet serait venue ici pour tuer Henri Fournet, alias Eduardo Lucas? Comment vous... Vous êtes au courant, déjà? Ah, voyons. Ne fais pas cette tête-là, Lestrade. Mais les journaux n'en ont pas parlé. Ah, décidément, vous êtes très fort, monsieur Holmes. Et j'ai bien fait de vous appeler une fois de plus pour vous demander votre avis. Je vous écoute. Voyez-vous, ce qu'ont supposé les policiers français est sûrement exact. Cette femme a frappé chez monsieur Lucas. Il a ouvert. Trop tard. Impossible de la laisser dans la rue. Elle lui a fait une scène. Les choses se sont envenimées et tout s'est terminé avec ce poignard qui tient si bien dans la main. Tout cela est parfaitement évident. Alors, pourquoi m'avez-vous appelé? C'est qu'il y a un détail qui me chiffonne. Oh, une bagatelle, exactement le genre de petits cheveux qui vous intéresse, vous. Remarquez que ça n'a rien à voir avec le fait principal. Mais tout de même. Dites. Vous savez qu'après un crime pareil, nous prenons bien soin de garder les meubles et les divers objets dans l'état où nous les avons trouvés. Rien n'a été déplacé. Un policeman est resté ici en faction nuit et jour. Or, ce matin, M. Lucas étant enterré et l'enquête close, nous avons pensé que nous pourrions nettoyer un peu. Eh bien, M. Holmes, regardez ce tapis. Il n'est pas fixé. Vous voyez, il est simplement posé là, au milieu. Nous l'avons un peu soulevé pour donner un coup de balai et nous avons fait une découverte. Laquelle? Vous pourrez mettre 100 ans à réfléchir, vous ne devinerez quand même pas. Vous voyez cette tache, là, sur le tapis? Oui, eh bien. Eh bien, vous serez surpris d'apprendre qu'en dessous, le plancher est impeccable. Pas la moindre tache. C'est anormal. Soulevez le coin du tapis et constatez vous-même. En effet. Pourtant, le dessous du tapis est aussi taché que le dessus. Il aurait dû maquiller le plancher, ma foi, du sang sur du chêne, ça ne s'en va pas facilement. Ça s'infiltre dans les rainures du bois. Vous êtes embarrassé, hein? Non, étonné. Maintenant, je vais vous montrer l'explication. Venez à cet autre coin du tapis, là. Soulevez-le. Et dites un peu ce que vous voyez. Ici, il y a une tache sur le plancher. Je dirais même que cette tache est exactement de la grandeur et de la forme que celle qu'il y a là-bas, à l'autre coin. Ce qui, d'après vous, signifie que le tapis a été tourné, bien entendu. Comme il n'est pas fixé et qu'il est carré, l'exploit a été facile. La police officielle, M. Holmes, n'avait pas besoin de vous pour découvrir que ce tapis avait été tourné. Mais ce que je voudrais savoir, moi, c'est qui a tourné le tapis. Et pourquoi? Oui. Dites-moi, nous avons été introduits ici par un gros policeman. C'est lui qui est resté de faction en permanence. Oui. Alors, un bon conseil, interrogez-le donc. Cuisinez-le, mais pas devant nous. Emmenez-le dans la chambre du fond, seul avec vous. S'il a quelque chose à se reprocher, il avouera plus facilement. Demandez-lui comment il a osé introduire des gens et les laisser seuls dans cette pièce. Ne lui demandez pas s'il l'a fait. Agissez comme si vous en étiez sûr. Dites-lui que quelqu'un est venu ici. Bousculez-le et soulignez que des aveux complets sont sa seule chance de salut. Allez vite. Et nous vous attendons ici. Vous avez raison, M. Holmes. Et je vous jure que s'il sait quelque chose, je vais le lui arracher. Maintenant, Watson, vite. Oui. Aidez-moi. Soulevez ce tapis. Tenez-le-moi pendant que j'essaie de faire jouer ces lames de parquet. Il y a une cachette sous ce plancher, Watson, j'en suis sûr. Tiens, tenez. Regardez cette lame de chêne. Elle glisse comme le couvercle d'une boîte. Je parie que la lettre est au fond. Je le parie. Non. La cachette est vide. Oh, vous êtes sûr? Puisque je vous le dis. Attendez une seconde. Le temps de remettre cette planche en place. Là, voilà. Maintenant, rabattez le tapis. Désolé de vous devoir fait attendre, M. Holmes. Approchez, Macpherson. Et dites à ces messieurs quelle a été votre conduite. J'y voyais pas de mal, moi. Une jeune dame est venue frapper à la porte ici hier soir. Elle s'était trompée de maison, qu'elle m'a dit. Alors, on a un peu parlé. Vous savez, c'est pas gai quand on a été seul toute une journée. Allez, allez, continuez. Bon, ben, alors on a parlé du crime. La dame l'avait lu dans les journaux. Alors elle m'a dit, faites-moi voir l'endroit où il a été commis. Moi, j'ai pas vu de mal à lui laisser jeter un coup d'œil.
Mais je sais pas, la vue du sang, là, sur le tapis, ça a dû l'impressionner, elle est tombée évanouie. J'ai couru lui chercher un peu d'eau. Ça lui a rien fait. Alors j'étais demandé au bar du coin un peu de cognac, puis le temps d'aller et venir, elle avait dû reprendre connaissance. C'était sauvé. Elle devait être un peu honteuse de m'avoir dérangé. Mais dites-moi, ce tapis qui a été retourné... Quand je suis revenu, j'ai vu qu'il était un peu déplacé, en effet, un peu froissé. La dame, elle était tombée dessus, et comme le plancher glissant comme de la glace, je l'ai remis en place le mieux que j'ai pu. Macpherson, vous venez de constater que vous étiez incapable de me rouler, hein? Vous pensiez que peut-être personne ne découvrirait cette défaillance dans votre service. Or, du premier coup d'œil, moi, j'ai vu que quelqu'un avait déplacé ce tapis. C'est une chance pour vous que rien n'ait disparu. Autrement, c'était la prison. Monsieur Holmes, je suis désolé de vous avoir dérangé pour si peu de choses, mais je pensais que cette deuxième tâche, qui ne correspondait pas avec la première, serait de nature à vous intéresser. Je vous en prie. Dites-moi, policeman, cette dame n'est venue ici qu'une seule fois. Oui, monsieur. Qui était-ce? Elle n'a pas dit son nom, elle venait pour répondre à une annonce au sujet d'une dactylo. Et dans la rue, elle s'était trompée de numéro. Ouais. Elle était grande? Oui, monsieur, et très jolie. Quelle heure était-il? À la nuit tombée, quand je suis revenu avec le cognac, les allumeurs de réverbère venaient de passer. Je vous remercie. Allons, je vous quitte l'estrade. Au revoir, monsieur Holmes, et merci. Vous venez, Watson? Voilà. Je vous reconduis jusqu'en bas, monsieur Holmes. Dites-moi, policeman, que pensez-vous de cette photo? Seigneur Dieu, monsieur. Chut. Maintenant, Watson, nous allons prendre un cab. Vous venez? Maintenant, mon cher Watson, le rideau va se lever sur le 5e acte. Vous serez soulagé d'apprendre qu'il n'y aura pas de guerre et que la brillante carrière du très honorable Trelawney Hope ne sera pas compromise. Vous avez résolu le problème? Presque. Je n'ai pas encore éclairci certains détails, mais cela ne saurait tarder. Madame vous prie d'excuser de vous avoir fait monter au second, mais elle est un peu souffrante. Elle va vous recevoir dans son boudoir. Merci. Par ici. Bonjour, madame. Monsieur Holmes, votre venue dans cette maison est indigne. Elle me compromet. En insistant pour me voir, vous rendez public l'entrevue que j'ai eue avec vous l'autre jour. Pourtant, je vous avais demandé le secret. Hélas, madame, je n'ai pas le choix. J'ai reçu la mission de récupérer une certaine enveloppe bleue et je viens vous prier de me la remettre immédiatement. Qu'est-ce que vous dites? J'ai mal entendu, monsieur Holmes. Je me suis exprimé clairement et vous avez fort bien compris, madame. Donnez-moi cette lettre. Monsieur Holmes, je vais vous faire jeter à la porte par mes domestiques. Ne sonnez pas, madame, afin de vous épargner un scandale. Allons, donnez-moi cette lettre et tout ira bien. Si vous êtes avec moi, je crois pouvoir tout arranger. Si vous êtes contre, je vous démasquerai. Vous essayez de m'intimider, de me faire peur. Vous semblez oublier à qui vous avez affaire. Je le sais de plus en plus, madame. Vous savez quelque chose? Eh bien, parlez. Peut-être feriez-vous bien de vous asseoir. Je vous donne 5 minutes, monsieur Holmes. Pas une de plus. Une seule suffira. Vous êtes allé chez Eduardo Lucas, vous lui avez remis l'enveloppe bleue, puis hier soir, vous avez de nouveau pénétré chez lui, fort habilement d'ailleurs, et vous avez repris la lettre qui se trouvait dans une cachette sous le tapis du salon. Mais vous êtes fou, monsieur Holmes, vous êtes fou. J'ai découpé dans un magazine une photographie de vous prise au cours d'une soirée à Buckingham Palace. Je viens de montrer cette photo au policeman à qui vous avez si bien joué la comédie. Il vous a formellement reconnu. Aidez-la à s'asseoir, Watson. Allons, Lady Hilda. Cette lettre, c'est vous qui l'avez. Mon devoir prend fin dès le moment où je la remets à votre mari. Dites-vous bien que je ne désire en rien troubler votre vie. Suivez mon conseil, soyez franche avec moi, c'est votre chance unique. Je vous répète, monsieur Holmes, que vous vous trompez de la façon la plus absurde. Alors je suis désolé pour vous, Lady Hilda. J'ai tout tenté, je vois que j'ai eu tort. De quel droit tenez-vous? Madame a sonné? Oui. Monsieur Trelawney Hope est-il chez lui? Il rentrera à 1h15, monsieur. Dans un quart d'heure. Très bien, j'attendrai. Bien, monsieur. Oh, épargnez-moi, monsieur Holmes, épargnez-moi. Pour l'amour de Dieu, ne dites rien à mon mari. Je ne voudrais pas apporter dans sa vie le moindre chagrin. Je sais que cette affaire le briserait. Vous avez retrouvé votre bon sens, madame, et je m'en réjouis.
Il n'y a pas un instant à perdre. Où est cette lettre? Dans ce secrétaire. Donnez-la moi. La voici. Puissais-je ne l'avoir jamais vue? Maintenant, il faut trouver le moyen de la remettre dans le coffret. Où est-il? À côté dans la chambre. Courez le chercher, vite. Mais il sera fermé à clé. Je suis certain qu'elle a un double. Voici le coffret. Il est ouvert. Parfait. Vous voyez, Watson, que j'avais raison. Voyons, qu'y a-t-il dans ce coffret? Des papiers. Beaucoup de papiers. À merveille. Vous voyez, madame, comme c'est simple. Je glisse cette enveloppe au milieu de ces papiers. Je rabats le couvercle et maintenant, je vous serai reconnaissant de donner un tour de clé. Merci. Et veuillez remettre ce coffret à sa place. Vite. Pensez-vous qu'elle nous dira toute la vérité? Maintenant, j'en suis certain. Voilà, c'est fait. Il nous reste 10 minutes, madame. Je vous donne ma parole d'honneur que votre mari ne saura jamais que vous êtes intervenu dans cette affaire. En échange, dites-moi la vérité. Je vous la dois, monsieur Holmes. Savez-vous qu'il y a peu de ménages qui s'aiment autant que mon mari et moi? Et pourtant, s'il savait comment j'ai agi, comment j'ai été forcée d'agir, jamais il ne me pardonnerait. C'est qu'il place son honneur au-dessus de tout. Vite, madame, les minutes passent. Eh bien, avant mon mariage, j'ai eu le malheur d'écrire une certaine lettre. Oui, une lettre stupide. La lettre impulsive d'une jeune fille amoureuse d'un être abject. Un jour, j'ai appris que cette lettre était parvenue entre les mains d'Eduardo Lucas et qu'il avait l'intention de la remettre à mon mari. Je l'ai supplié. Alors il m'a dit: je vous la rendrai en échange d'un document qu'il a caché dans le coffret qui est dans votre chambre. Vous voyez qu'il était bien renseigné. Et en outre, il m'a juré que la disparition de ce document sans grande importance n'affecterait que bien peu mon mari. Mettez-vous à ma place, monsieur Holmes. Que devais-je faire? Vous confiez à celui dont vous portez le nom. Mais vous ne comprenez pas que c'était l'effondrement de notre bonheur. Comment lui prouver que cette lettre, je ne venais pas de l'écrire, que je l'avais envoyée autrefois? Et la date? Pensez-vous qu'une jeune fille folle d'un bel âtre date ses lettres comme un commerçant? Indiquais-je même seulement le jour de la semaine? Et puis, j'étais loin de me douter que la disparition de cette lettre pouvait entraîner de graves conséquences politiques. Je ne pensais qu'à mon bonheur. Je ne suis qu'une femme, monsieur Holmes, une trop faible femme. Alors j'ai obéi. J'ai pris une empreinte de la clé du coffret et c'est Lucas qui m'a procuré le double. J'ai ouvert le coffret, j'ai volé l'enveloppe bleue et je la lui ai apportée un soir où, soi-disant, j'étais allée au théâtre. C'est chez lui, à Godolphin Street, que vous le lui avez remise? Oui, dans son salon. Alors il m'a rendu ma lettre. Et c'est alors que nous avons entendu du bruit dans le hall d'entrée. Lucas a rapidement retourné le tapis, déplacé une lame du parquet et enfoui le document que je venais lui apporter dans une cachette qu'il a recouverte aussitôt. Alors une femme est entrée, une folle, qui s'est mise à hurler en français: « Enfin, je te trouve avec elle !» Il y a eu une lutte sauvage. Je les ai vus tous les deux, lui avec une chaise qu'il avait empoignée et elle avec un poignard qui luisait. J'ai pris la fuite, j'ai couru jusque chez moi. Oui, c'est peut-être monstrueux, mais j'étais heureuse, monsieur Holmes. J'avais ma lettre. Alors, je ne me doutais guère de ce que me réservaient les heures qui allaient suivre. Le lendemain matin, j'ai compris que je n'avais fait que changer de drame. Et quand j'ai vu le désespoir de mon mari à la découverte du vol, je n'ai eu qu'une idée: reprendre l'enveloppe bleue. Et voilà, maintenant vous savez tout. Je vous remercie de votre confiance, madame. Demeurez ici. Nous descendons au premier étage pour attendre votre mari. Venez, Watson. Jacobs, Madame, veuillez conduire ces messieurs dans le grand salon. si ces messieurs veulent me suivre. 10 minutes plus tard, le maître de maison et le Premier ministre entraient dans le salon. Bonjour, messieurs. Vous avez du nouveau, monsieur Holmes? Un espoir sérieux, Excellence. Dieu soit loué. Nous vous écoutons. Cette nouvelle est d'ailleurs purement négative. Que voulez-vous dire? Je suis très renseigné, aucun danger n'est à redouter. Mais ça n'est pas suffisant, monsieur Holmes. Nous ne pouvons pas continuer à vivre sur un volcan. Il nous faut quelque chose de concret. J'espère l'obtenir. C'est pourquoi vous me voyez ici. Plus j'ai réfléchi, messieurs,
plus j'ai la conviction que la lettre n'a jamais quitté cette maison. Enfin, monsieur Holmes... Si elle était sortie d'ici, elle aurait déjà été publiée. Mais qui l'aurait prise pour la garder? Je suis persuadé que personne ne l'a prise. Alors comment a-t-elle disparu du coffret? Je ne crois précisément pas qu'elle ait disparu du coffret. Monsieur Holmes, cette plaisanterie est déplacée. Avez-vous eu l'occasion d'ouvrir votre coffret depuis mardi? Non. Pourquoi? Vous pouvez ne pas avoir vu cette lettre alors qu'elle y était encore. Mais impossible, voyons. Je n'en suis pas persuadé. J'ai déjà assisté à des choses semblables. Je suppose que ce coffret contient d'autres documents, d'autres lettres. Après tout, elle s'est peut-être glissée entre les plis de l'une d'elles. Mais non, elle était sur le dessus. Quelqu'un peut avoir secoué le coffret et l'avoir déplacé. En tout cas, Hope, il est facile de s'en assurer. Certainement. Jacobs, montez vite me chercher le coffret qui est dans ma chambre. Bien, monsieur. Je crains, messieurs, que ce soit du temps perdu. Je ne suis pas un enfant, et en cherchant un document de cette importance, vous me ferez l'honneur de croire que j'avais les yeux bien ouverts. Les exemples abondent, monsieur Hope, où les choses les plus en évidence échappent aux regards les plus aigus. Ah, Jacobs, posez ce coffret ici, je vous prie. Tenez, là. Et laissez-nous. Vous voyez, messieurs, j'ai toujours la clé attachée à ma chaîne de montre, et il n'en existe pas de double. Voilà le coffret ouvert. Le mieux est de sortir ces papiers les uns après les autres. Regardez, une lettre de Lord Merrow, un rapport de Sir Charles Hardy, le mémorandum de Belgrade, une note sur les accords commerciaux russo-allemands, une lettre de Madrid, une note... Oh, Lord Bellinger. Mais oui, c'est notre enveloppe. Et la lettre est dedans, intacte. Hope, mais que s'est-il passé? Je n'en sais rien, je commence à douter de mes facultés. Quel soulagement. Ah, Sherlock Holmes, vous êtes un magicien. Comment avez-vous su qu'elle était encore là? Parce que je savais qu'elle n'était nulle part ailleurs. Vous êtes un homme extraordinaire. Maintenant, excusez-moi, il faut que je prévienne ma femme. Elle va être folle de joie. Hilda! Hilda! J'ai l'impression très nette, cher monsieur Holmes, que vous ne nous dites pas tout. J'aimerais bien savoir comment cette lettre est revenue dans ce coffret. Impossible, Excellence. Que voulez-vous? Nous avons nos secrets diplomatiques. Nous aussi. Dans la série Les enquêtes de Sherlock Holmes, vous venez d'entendre La seconde tâche, d'après la nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle. C'est une production de Maurice Renaud, réalisée par Abder Isker. Avec Maurice Ténac dans le rôle de Sherlock Holmes, Pierre Mondy dans celui du Dr Watson, et Nadine Alary, Georges Hubert, Pierre Trabeau, Bruno Kremer, Jean Ozen, Henri Poirier, Gaston Ray, René Dency et Valé Valdy. La prochaine enquête de Sherlock Holmes, que vous entendrez lundi prochain à 21h20 sur cette même chaîne, est intitulée Flamme d'argent.